Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de pourquoi et comment utiliser Amazon Web Services. Je vais plutôt vous parler des conséquences de l'automatisation à Amazon en général et à Amazon Web Services aussi. J'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup de startups aussi qui tournent sur AWS. Et quelque chose qui est vraiment ressorti, souvent avec des investisseurs ou dans des accélérateurs, on a essayé de chercher quels étaient les points communs qui vraiment faisaient qu'une startup fonctionnait vraiment très bien et grimpait très très rapidement. Et l'un des points communs qu'on a trouvé, au-delà de la qualité des fondateurs, c'était surtout l'automatisation. Donc je me souviens de projets au début avec Etsy, avec SoundCloud, Haylocab, enfin vraiment plein d'autres. Waze également, tout ça c'est des startups qui très rapidement, dès le début, ont énormément investi sur l'automatisation. Et je voulais vous parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Mais donc par rapport à Amazon, d'abord on va revenir en 2008. Et 2008, c'est l'année où Amazon, on a vraiment commencé à sérieusement faire du déploiement continu. Alors Amazon, c'est quand même une ancienne société. Hein. Amazon a été créé en 1996, donc ça commence à faire assez longtemps maintenant. Et on a toujours l'habitude, surtout pour les directeurs, de faire des espèces de fiches de lecture. Et à cette époque-là, donc John Jenkins, qui était le vice-président de l'infrastructure Amazon, il a dû lire ce livre. Et donc voilà, donc très souvent, on a des livres comme ça qui nous sont assignés. Et le but de faire une fiche de lecture, c'est pas vraiment de faire l'exercice scolaire, mais c'est plutôt de dire, voilà, lisez ce livre. Qu'est-ce que ce livre vous apprend sur ce qu'on peut faire à Amazon? Et donc, alors, ce livre est vraiment très bien. Si jamais vos boss ont lu ce livre et vous voulez les convaincre de faire de l'intégration continue, de l'automatisation, là, vous avez vraiment un très, très bon point de départ. Il y a énormément de gens qui ont lu ce livre. C'est considéré comme l'un des livres à lire par beaucoup de MBA. Je vais vous la faire courte. En fait, ce qui est très bien dans ce livre aussi, c'est que c'est écrit comme un roman et c'est l'histoire de quelqu'un qui doit sauver une entreprise, une industrie en 90 jours. Bon, en passant, il doit aussi sauver son mariage. C'est assez bien raconté, mais le fond du fond, c'est la théorie des contraintes. Alors, c'est très populaire à Amazon parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore Amazon Web Services tel qu'on l'a aujourd'hui. Donc, ça s'applique énormément à la partie e-commerce. Donc la théorie des contraintes, en 3 points, c'est la notion de débit, d'inventaire et des opérations qui nous permettent de transformer l'inventaire en débit. Je vais vous revenir en un peu plus de détails, mais une fois que vous lisez ce livre, l'un des points, c'est surtout redéfinir quel est l'objectif de votre entreprise. Et Amazon, en fait, on le disait, en fin de compte, Amazon, oui, c'est vrai qu'on a les entrepôts, qu'on livre des livres et ainsi de suite, mais on crée énormément de logiciels. Et donc, Amazon, en fait, de façon abstraite, on dira que c'est une boîte qui transforme des idées en logiciels. Et donc, à partir du moment où on prend cette définition-là, alors quand je dis des nouvelles idées, une nouvelle idée, ça peut être un bug fix, ça peut être une nouvelle fonctionnalité, ou ça peut carrément être un nouveau service. On applique les principes de la théorie des contraintes et on se dit, voilà, alors le débit, c'est la quantité d'idées que je vais pouvoir livrer en production sur une certaine unité de temps. Donc, par exemple, par mois, combien de bug fix je vais pouvoir faire, combien de nouveaux services, combien de deploys je vais pouvoir faire. Alors, la notion de qualité est très importante et je vais en revenir tout à l'heure. Et après, il y a la notion d'inventaire. Alors, c'est sûr que quand on a un entrepôt, comme par exemple ce qu'on a un peu partout en France, par exemple à Montélimar pour les gros, c'est très facile de voir l'inventaire. On descend dans l'entrepôt et on voit voilà, des rangées d'objets et on peut prendre un grille-pain et on se dit, voilà, ce grille-pain, il est arrivé à telle date et il va repartir à telle date. Donc on a à peu près cette idée de se dire combien de temps un objet reste dans le stock. Alors c'est cette notion-là qu'il faut avoir aussi au niveau du logiciel. Parce que l'une des idées vraiment très importantes sur la théorie des contraintes, c'est de se dire que le temps que j'ai passé à écrire du code et à réfléchir sur du code, ce temps-là et cet investissement qui a été fait ne sert à rien tant que je ne l'ai pas livré en production. Okay, donc le code que j'ai committé sur un repository, tant qu'il n'a pas été déployé en prod, c'est comme un livre que je reçois à Amazon par mon fournisseur, que je laisse dans mon entrepôt et qui n'est pas vendu. C'est de la perte sèche, en quelque sorte. Et donc c'est là où vient la partie automatisation et la partie opération, c'est de se dire qu'il faut que je puisse réduire au maximum le temps entre un objet qui arrive dans mon entrepôt et un objet qui est livré à un client. Donc,
si je fais l'analogie avec le code, c'est réduire au maximum le temps entre un commit et le déploiement en production. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait tous quand on regarde des principes comme l'intégration continue ou le déploiement continu. Mais si jamais vous devez convaincre, je dirais, vos directeurs sur le bien fondé de cette démarche-là, ce qu'on a remarqué à Amazon, c'est, et ce que beaucoup d'autres entreprises ont remarqué, c'est que la vitesse d'exécution, la vitesse de déploiement sera toujours, dans tous les cas, le meilleur avantage que vous pouvez avoir. Alors, il y a plein d'histoires, hein, quand vous regardez les livres sur Scrum, donc il y a souvent les histoires sur cet avion américain qui était très mauvais, mais qui, par sa manœuvrabilité, était meilleur que les MiG dans la guerre de Corée. Alors, il y a vraiment des histoires très, très connues, mais la façon dont j'aime bien l'expliquer, c'est que, en fait, quand vous arrivez à déployer du code très, très rapidement en production, c'est un petit peu comme si, par exemple, face à vos concurrents, vous êtes en train de jouer aux échecs, et voilà, au lieu de jouer l'un un tour de rôle, vous pouvez jouer 2 fois, et votre adversaire ne peut jouer qu'une seule fois. Alors même si vous faites des erreurs, vu que vous jouez 2 fois, vous allez pouvoir vraiment corriger vos erreurs et aller beaucoup plus vite. Vous allez toujours avoir, pas seulement un coup d'avance, mais vous allez avoir 2 chances de rectifier le tir. Donc c'est vraiment le gros avantage de l'automatisation, c'est vraiment d'aller le plus vite possible. Même si on fait des erreurs, c'est pas grave, on va pouvoir les corriger parce que si on est dans un système qui est complètement automatisé, on va pouvoir faire un rollback aussi d'un déploiement, c'est pas un problème. Donc, bon, ça c'est un vieux slide qu'on utilisait il y a quelques années. C'est des statistiques qui datent de 2011 maintenant. C'est vrai qu'on ne les fait plus trop, parce que ça n'a plus vraiment de sens. Peut-être ce qui est intéressant, c'est de voir le temps moyen entre les déploiements, qui est, bon, il est en dessous de 8 secondes si on regarde des sites comme Amazon.fr ou ce genre de choses. Mais c'est le principe de l'automatisation aussi, c'est de voir que même si on déploie quasiment toutes les 12 secondes, le nombre de machines qu'on va impacter, c'est à partir du moment où on est automatisé, ça n'a pas vraiment de signification. C'est-à-dire que j'en impacte 2 ou que j'en impacte 30 000, l'automatisation va me donner exactement les mêmes avantages. Et alors, bon, là je vous montre des stats d'Amazon. Si vous faites quelques recherches, vous trouverez des stats similaires pour Airbnb, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que aussi des boîtes comme Airbnb, où ils ont à peu près plus d'1 millier d'instances, ils n'ont que 5 personnes dans l'équipe des opérations. Pinterest, je crois qu'ils sont toujours à 2. Donc, l'automatisation vous permet aussi d'aller très, très vite, quelle que soit la taille de votre infrastructure. Donc, ça, c'était pour la partie intégration continue. Je voulais vous parler des Game Days, mais juste avant, je voulais vous parler d'une autre idée qui commence à faire son chemin aussi dans Amazon et dans Amazon Web Services. Alors, vous ne voyez pas les détails, mais bon, à la limite, ce n'est pas grave. C'est une timeline qui vous montre l'histoire des plus connus langages de développement. Donc, ça commence ici avec Fortran en 1954. Ça va jusqu'à 2004, je crois. En fait, ce qui est intéressant de voir ici, c'est plutôt les grandes tendances. Alors, à peu près sur cette tranche-là, on a commencé à avoir des librairies. Avant, c'était du code monolithique, donc on a commencé à avoir des modules, des librairies. À partir des années 85-90, on a commencé à avoir le concept de machine virtuelle, avec des langages comme Perl et ainsi de suite. Et un peu plus tard, après, on a commencé à avoir, enfin, avant, si je prends Smalltalk, la programmation orientée objet. Et donc, si je prends les grandes tendances, ou enfin les grandes choses qui ont vraiment changé le développement de logiciel, de mon point de vue, alors bien sûr, il y a eu les interpréteurs, le fait d'avoir du code modulaire avec des librairies et ainsi de suite, et la programmation orientée objet. Même si aujourd'hui, on est en train de regarder d'autres thèmes, la programmation orientée objet a vraiment beaucoup changé la façon dont on produit du logiciel. Et c'est intéressant de faire le parallèle avec ce qu'on fait dans le monde des opérations. Alors, si je voulais avoir un parallèle, c'est de dire que, bon, voilà, forcément, donc les machines virtuelles, que ce soit la machine virtuelle Java ou d'autres langages, on peut avoir le même parallèle avec des machines virtuelles au niveau OS. Je dirais que les conteneurs, ça me permet d'avoir la même idée que des modules ou des librairies. Et quand on parle d'architecture microservices, on a exactement le même genre de discussion quand, dans les années 90, on se demandait comment on allait faire des logiciels en programmation orientée objet.
si vous regardez aujourd'hui les thèmes les plus chauds quand on parle d'architecture microservice, on parle beaucoup d'encapsulation, quelle est la responsabilité d'un microservice, la même chose qu'on disait dans les années 90 sur un objet, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets dans un objet, quelles sont les classes publiques, privées, et ainsi de suite. Donc on a vraiment le même genre de parallèle. Et je trouve que quelque chose qui n'apparaît pas dans ce parallèle-là, ou du moins qui n'apparaît pas encore, c'est la notion de test. Alors, toutes ces choses-là, et surtout la programmation objet, a permis, à peu près dans les années 2004-2005, l'apparition et le développement de tests unitaires et de tests automatisés, qui font partie intégrante de la chaîne de déploiement continu. Et si on fait le parallèle en infrastructure, là, on arrive sur plusieurs thèmes. On parle de scalabilité, de maintenabilité, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de critères. Mais quand on regarde, en fait, moi, j'aime beaucoup revenir au thème de la résilience. Alors, premier, parce que ça sonne bien en français. Et deuxièmement, donc ça c'est la définition globale de ce que c'est que la résilience. Si je l'applique à l'IT, c'est plutôt cette définition-là. Et on peut la réduire encore à cette définition-là, qui est en fait la capacité de s'adapter au changement. Alors le changement, ça peut être du nouveau code qui doit être déployé, ça peut être une nouvelle infrastructure, une nouvelle base de données. Le changement, c'est aussi un data center qui tombe en flammes. Voilà, tout ça c'est du changement. Et ce qui est intéressant dans cette définition-là, c'est que on ne peut avoir de la résilience que si on a de l'adaptabilité. On ne peut pas être résilient si on n'est pas capable de s'adapter. Et alors, la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de système logiciel ou de système d'infrastructure qui peut s'adapter au changement seul. Même si je prends des services qu'on a comme autoscaling, il va juste suivre des changements linéaires, c'est-à-dire si j'ai plus ou moins de charge, je vais ajouter ou réduire des instances. Ce n'est pas vraiment de l'adaptabilité. C'est-à-dire si j'ai un nouveau site ou une nouvelle architecture, autoscaling ne va pas forcément m'aider. Et donc ce qui est intéressant, c'est que la seule chose qui permet à un système de s'adapter, c'est l'équipe humaine, enfin c'est les opérateurs système. Et donc, une des grosses erreurs conceptuelles quand on parle de résilience, c'est de considérer un système sans les administrateurs ou les développeurs qui travaillent avec ce système. Et donc, si on veut vraiment parler de résilience, il faut inclure l'équipe d'opération et l'équipe de développement avec le système lui-même. C'est-à-dire que, on ne peut pas séparer le système informatique avec son infrastructure de l'équipe d'opération qui maintient ce système. Et si on regarde, par exemple, les startups les plus connues, qu'elles tournent ou pas sur AWS, ce n'est pas le problème. Mais si on regarde des équipes comme, par exemple, Netflix ou d'autres, ils ont souvent une équipe d'opération qui est extrêmement pointue. Et d'où la question, on se dit, voilà, le logiciel, à la limite, je le change, mais comment je peux changer des humains, comment je peux changer leur comportement. Donc, on le fait en entraînant les personnes. Et donc, comment entraîner une équipe d'opération? Alors ça, c'est une question qui a été posée en ingénierie depuis très très longtemps. Et la meilleure solution, c'est de jouer dans un environnement de simulation, dans un environnement dans lequel il n'y a pas de risque. Donc ça, c'est une vieille photo d'un des premiers simulateurs. Alors, c'était un simulateur pour les premiers bombardiers américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient fait ce simulateur parce que c'était très facile de faire décoller l'avion, ainsi de suite, de voler, mais atterrir, c'était déjà autre chose. Donc, ils ont créé ce simulateur juste pour entraîner les pilotes à atterrir. L'avion était extrêmement lourd, donc c'était très difficile d'avoir un bon atterrissage. Et malheureusement, sur les premières versions, ils avaient beaucoup de problèmes techniques lors de l'atterrissage. Donc c'est dommage. Il fait toute la mission et juste à l'atterrissage, il se casse la figure, c'est pas top. Et par exemple, aujourd'hui, si vous regardez deux personnes qui sont dans un cockpit d'un simulateur d'avion et qui en fait viennent juste de crasher l'avion, mais à la limite, ce n'est pas grave, parce qu'ils sont dans un environnement de simulation. Et aujourd'hui, la simulation, vous les avez même dans les hôpitaux. Vous avez par exemple des petites maquettes de bébés que vous pouvez réanimer et qui vous permettent de faire ce genre de choses. C'est-à-dire que quand quelque chose est difficile à faire, le fait de le répéter plusieurs fois, ça va le rendre beaucoup plus facile. Alors forcément, si on fait ça en prod, c'est peut-être pas top, mais si on fait ça dans un environnement dans lequel il n'y a aucun problème, dans lequel on peut crasher l'avion ou on peut tuer le chaton, c'est pas grave, parce que c'est un environnement de simulation, donc il n'y a pas de problème. Et ce qui est intéressant dans les environnements de simulation, c'est qu'on peut
simuler des choses des situations de crise, des choses qui, à la limite, tous les jours n'arriveraient pas. Et c'est bien parce que, comme on dit en français, la mer calme ne forme pas les bons marins. Et si vous regardez les meilleures personnes qui travaillent dans le domaine des opérations, c'est très souvent des gens qui ont vécu des trucs genre, voilà, ils ont été, comme dirait Jérôme, ils ont été réveillés pendant le week-end parce qu'il y a 2 racks qui sont complètement tombés, ils doivent recréer tout ça. Donc c'est souvent des gens qui ont des histoires assez terribles à raconter. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui a énormément d'expérience dans le domaine des opérations et qui a jamais eu une histoire terrible comme ça à me raconter, qui m'a toujours dit non, tout fonctionnait à merveille, c'était génial. Donc, la conséquence de ça, c'est que, alors ça c'est encore avant, c'était en 2000, à Amazon, on a lancé le concept des Game Days. Et donc là, c'était l'idée de Jesse Robin, qui malheureusement pour Amazon, enfin, ne travaille plus à Amazon, mais heureusement pour la communauté IT, a quitté Amazon. Il a fondé la conférence Velocity de O'Reilly. Et donc, c'est aussi le fondateur de Hopscode, la société qui a créé Chef. Et donc, en fait, lui, il vient d'un background, il était aussi pompier. Et donc, dans sa formation de pompier, il disait, nous, au fait, on est entraînés. C'est-à-dire que on fait des simulations dans lesquelles voilà, l'immeuble est en flammes, il faut évacuer tout le monde, il faut couper les arrivées d'air, et ainsi de suite. Et donc, il disait, il faudra qu'on fasse vraiment la même chose sur les data centers ou sur notre environnement de prod. Alors forcément, au début, c'était pas top, parce qu'en 2000, on n'avait pas l'ensemble des outils qu'on a aujourd'hui. AWS était juste une idée dans la tête de certaines personnes. Et même en 2002, Jesse, il arrivait à faire des game days dans lesquels il disait, voilà, le mois prochain, on va simuler la tombée d'un data center complet. Donc, et ils le simulaient vraiment, c'est-à-dire qu'ils allaient au niveau du data center, ils coupaient l'arrivée générale d'électricité pour voir si les alternateurs allaient se remettre en marche, et ainsi de suite. Donc ça allait vraiment quand même très loin. Et c'est marrant parce que bon, il commençait à être assez connu dans Amazon et il avait, sur sa carte de visite, il avait un nom qui était vraiment au top, c'était le maître du désastre. Et bon, alors c'est sûr que ça claque beaucoup plus que Technology Evangelist, mais donc voilà. Donc je voulais vous expliquer un petit peu comment on faisait ces game days à Amazon. Donc forcément, la première chose, c'est de préparer le game day. Donc c'est de préparer, je dirais, le scope. Alors il y a toujours 2 équipes. Il y a les superviseurs, donc les personnes qui vont un petit peu regarder ce qui se passe pendant le game day. Alors il y a le terme day, mais des fois le game day dure 1 semaine. Ça dépend un petit peu de ce que vous voulez tester. Et le plus important, c'est de faire un plan au début, c'est-à-dire de définir qu'est-ce qu'on va tester. On ne va peut-être pas vouloir simuler la tombée complète d'un data center, on va peut-être vouloir tester comment fonctionne mon DNS, comment fonctionne ma base de données, ainsi de suite. Donc on va définir le scope. Et pour ça, une technique qui est vraiment sympa, c'est de faire un pré-mortem. Alors le post-mortem, on sait tous à peu près ce que c'est. Une fois qu'on a eu un problème, on essaie de se poser les 5 pourquoi et d'essayer de voir quelle est la cause principale ou quelles sont les causes du problème. Le pré-mortem, c'est plutôt d'aller dans une salle et on se dit, imaginez quelles sont toutes les choses qui pourraient faire tomber toute notre architecture. Et ça, c'est intéressant de le faire parce que j'ai fait pas mal de game day, et très souvent quand on va voir une équipe et qu'on leur demande, bon, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait tester, quels sont les points faibles et tout ça dans l'architecture, souvent les gens vous disent, non, il n'y a pas de points faibles, attends, ce que j'ai fait c'est top, quoi, ça marche sans problème, donc il n'y a rien à tester. Et plutôt retourner l'exercice et de dire, bon, imaginons que voilà, quelque chose arrive, et donc imaginez un petit peu qu'est-ce qui pourrait être testé. Et là, ensuite, quand on arrive à ce point-là, on peut créer l'environnement de simulation, et c'est là où l'automatisation a vraiment tout son sens. Parce que créer un environnement de test, je ne sais pas s'il y a des personnes dans la salle qui ont fait des plans de disaster recovery avec des data centers parallèles et tout ça. C'est des trucs qui prennent des mois, voire des fois quasiment une année. Et donc créer un environnement de simulation, forcément sur des plateformes comme Amazon Web Services, où on a accès à de l'infrastructure à la demande et tout ça, bon, il fallait que je le place, hein, c'est beaucoup plus facile. Donc, le point de vue intéressant, c'est que forcément, c'est une infrastructure programmable. Alors, après que vous utilisiez Terraform ou que vous utilisiez CloudFormation, à la limite,
Bon, vous utilisez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, mais l'idée, c'est la même. Si vous utilisez CloudFormation, par exemple, vous partez d'un fichier texte qui va vous créer tout un système. Alors, OK. Alors, donc, je vous passe un exemple. Ça, c'est un fragment de code CloudFormation qui vous crée une base de données. Donc, vous voyez, vous définissez quel est le type d'instance, la taille de la base de données, et ainsi de suite. C'est au format JSON. Donc là, par exemple, je définis une instance dans laquelle je vais déployer des packages Yum. Donc il y a vraiment plusieurs façons de définir comment on déploie des packages. On pourra utiliser aussi Amazon ECS pour déployer des conteneurs Docker. Enfin, c'est vraiment ce que je voulais vraiment vous montrer ici, c'est que c'est plutôt le concept de code qui définit une infrastructure. Vous avez vu, c'est des fichiers JSON. Et qui dit fichier JSON, des fichiers texte. Et si on dit fichier texte, on dit versionnable. Et j'ai par exemple pas mal d'utilisateurs qui, eux, dans leur environnement de prod, ils disent personne ne touche à l'environnement de prod. De toute façon, on a jeté les clés SSH. Donc, de toute façon, on ne peut même pas se connecter dessus. La seule façon de faire une modif sur l'environnement de prod, c'est de committer le nouveau fichier CloudFormation sur le registre Git interne. Et donc, ensuite, on va avoir un process qui va me permettre de le déployer, de faire un check-out de la dernière version du fichier CloudFormation pour redéployer l'environnement les modifs sur l'environnement de prod. Donc, personne ne se connecte à l'environnement de prod. Tout est fait sur un système automatisé. Et l'avantage, c'est qu'en plus, je peux loguer qui a fait les changements de quoi que ce soit. Et je n'ai plus à demander le fichier Visio qui m'est complètement obsolète sur la définition de mon architecture. Alors, créer un environnement de test pour votre game day, c'est l'un des points importants, mais si j'ai juste un environnement, ça ne va pas suffire. Il faut que je sois capable de simuler de l'activité, parce que si j'ai un environnement dans lequel il n'y a rien qui se passe, mon game day il sera un peu limité, quoi. C'est comme si j'avais un site web sur lequel j'ai aucun visiteur, c'est un peu triste. Donc, il y a pas mal de techniques pour simuler de l'activité. L'idée ici, c'est d'enregistrer du trafic. Alors, ça peut se faire assez facilement. Par exemple, sur votre infrastructure, vous mettez un Elastic Load Balancer avec toute une flotte d'instances qui vont recevoir du trafic et dumper tout le trafic avec TCP dump sur un volume EBS. Et donc, vous pouvez enregistrer du trafic comme ça pendant un mois. Et j'avais utilisé la cassette audio parce que voilà, c'est un peu l'image de j'enregistre du trafic avec play rec, et après je peux le repasser quand je veux et je peux resimuler ce qui s'était passé à un instant prévu. Donc ça c'est pas mal. Donc vous avez vos dumps, vous avez vos TCP dumps qu'après vous pouvez replayer quand vous voulez. Et j'aime beaucoup cette citation c'était le CTO de Etsy qui a dit ça. Il disait voilà l'environnement de production c'est vraiment le seul endroit où vous pouvez vraiment valider votre code. Alors au début il avait dit où vous pouvez tester votre code. Et alors, beaucoup de gens l'ont mal compris, ils ont dit « Oh là là, Etsy, ils n'ont pas d'environnement de test, c'est vraiment des sauvages, ils déploient tout en prod, c'est n'importe quoi. » Donc, bon, je l'ai changé par valider. Mais son idée était bonne, c'était parce que, en fait, la raison pour laquelle c'est important d'enregistrer du trafic et après de faire un replay de trafic, c'est que si jamais vous utilisez des systèmes comme ceux que je vais décrire tout à l'heure qui font uniquement de la simulation comme du load test, ça ne va pas donner la même chose parce que quand vous enregistrez du trafic, et la raison pour laquelle seulement la prod vous permet de valider votre code, c'est parce que seulement en prod, vous allez avoir des vrais utilisateurs humains. Okay, quand je vais avoir des scripts de test, c'est moi qui vais les créer. Donc, je sais à peu près comment fonctionne mon système. Alors, je sais que voilà, je vais avoir d'abord une requête HTTP qui va sur la page d'accueil, après une autre requête qui va faire une recherche, et ainsi de suite. Mais quand vous avez des vrais humains, il y a vraiment des fois des gens qui ont vachement d'imagination pour faire des trucs qui sont complètement hallucinants sur votre système. Donc, alors bien sûr, vous avez toujours les gens qui font par exemple des requêtes SQL dans vos boîtes de dialogue, ce genre de choses. Enfin, donc voilà, donc avoir des vrais humains, ça vous permet vraiment de tester votre application parce qu'ils vont faire des trucs auxquels vous n'avez forcément pas pensé sur votre application. Alors l'autre façon de le faire, c'est de faire du load test. Alors que vous ayez un fichier TCP dump et après vous faites un TCP replay avec plusieurs instances, ça vous permet d'avoir un throttling, c'est-à-dire ça vous permet d'avoir comme un curseur qui vous permet de régler la température en quelque sorte de combien de débit vous allez envoyer. Après, si vous voulez juste simuler de la charge, bon alors il y a vraiment beaucoup d'outils. Hein. Moi, je vous cite ceux-là parce que c'est les quatre que j'ai beaucoup utilisés moi-même. Ces temps-ci, j'ai beaucoup utilisé Locust.io. Bon, vous donnez une liste de requêtes HTTP ou par exemple, même si vous utilisez Apache JMeter, vous pouvez même load tester directement une base de données.
Ça se fait beaucoup, hein, vous trouverez beaucoup de documentation là-dessus. Vous pouvez par exemple faire une recherche sur Call of Duty. Ils ont utilisé AWS pour simuler un certain nombre d'utilisateurs sur le back-end de Call of Duty, parce que là aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans certaines applications, vous avez par exemple un SLA. Quand vous faites des jeux en ligne, le SLA, c'est de dire, voilà, quelle que soit la requête que j'ai sur mon back-end, il faut que je puisse répondre en moins de 70 millisecondes en général. Maintenant, c'est plus dans les 50. Donc voilà, vous êtes un développeur. Comment vous savez que le code que vous allez committer va rester sous la barre des 50 millisecondes? En fait, on n'en sait rien, quoi. On n'en sait rien tant qu'on ne l'a pas testé et tant qu'on n'a pas déployé tout le code. Donc on est obligé de faire ce genre de test. Alors, le point intéressant, c'est quand on décide de faire un game day, il faut donner une deadline. Alors la deadline, c'est sympa parce que, par exemple, on dit, voilà, au mois de mai, on va faire un game day. Et alors là, vous voyez tous les développeurs qui vont s'activer pour faire des commits, pour regarder tout ce qui est encore un peu bancal, pour essayer de le corriger. Donc ça, c'est bien. Et peut-être le point le plus important, c'est il faut que ce soit vécu comme un environnement, comme un événement plutôt sympa. Il faut le faire un peu comme une fête. Genre par exemple, voilà, on va faire un game day un vendredi. Après vendredi soir, on va aller prendre des bières, on va discuter et tout ça, parce que mettez-vous à la place des personnes de l'équipe d'opération ou même des développeurs. C'est important d'inclure les développeurs dans un game day. Grosso modo, vous leur dites, bon ben voilà, ce jour-là, on va tester l'architecture, on va tout faire pour qu'elle tombe. C'est pas super sympa, quoi, comme expérience. Donc faut que ce soit cool, faut qu'on le dise. Bon, c'est un peu comme un jeu. On va voir un peu, on va essayer d'apprendre des erreurs qu'on va faire. Et après, bon voilà, la partie intéressante, on joue. On va simuler des erreurs. Et là, simuler des erreurs, c'est vraiment... Enfin, vous voyez, aujourd'hui, quand, par exemple, vous êtes un pilote et chez Airbus, je crois qu'il y a des personnes d'Air France ici, pour les derniers Airbus, même pour les plus anciens, même si vous regardez la série des A330, pour être certifié pilote d'A330, vous devez passer certaines heures dans un simulateur de vol. Aujourd'hui, si vous regardez la façon dont on le fait dans la plupart des boîtes en informatique, c'est... voilà, enfin, on a une nouvelle personne qui arrive et des fois on lui dit « Ah, c'est génial que tu arrives aujourd'hui parce que demain on va faire un déploiement dans l'environnement de production, on va tout changer, ça va être super. » Enfin, ouais, enfin, c'est un peu comme bon, bah voilà, y a un nouveau-né qui vient d'arriver, on va faire une opération à cœur ouvert, tu viens juste de sortir de la fac de médecine, ça, on préférait pratiquer un petit peu avant quand même. Ah oui, ça c'est important parce que on a fait pas mal de game day et on s'est rendu compte qu'au début, les gens disent ouais, on va faire quelques tests comme ça, on va simuler le serveur web qui tombe, le serveur DNS à la limite. De toute façon, le serveur de base de données, il n'est jamais tombé. Ça ne sert à rien de tester ça, quoi. Non, en fait, dans la vraie vie, il va tomber. Et il va tomber le jour où, par exemple, l'équipe d'administration, ils étaient complètement beurrés la veille, ils étaient allés à une fête, ils ne sont pas là. C'est aussi le jour où Madonna a décidé de lancer son nouvel album, et donc vous avez un pic de charge énorme. Donc, le game day, c'est justement là pour simuler des trucs comme, oui, voilà, enfin, un data center est complètement rayé de la carte, les aliens arrivent sur Terre, enfin, des scénarios qui, à la limite, peuvent paraître des fois un peu farfelus, mais vous permettent surtout d'apprendre des choses. Donc, il y a plusieurs façons de simuler des erreurs. Hein. Ça va vraiment du plus simple, comme je me connecte sur la console AWS et bon, j'éteins une machine, ou je détruis un volume EBS et on verra bien ce qui se passe, à aller, celui-là il est sympa, j'aime bien parce que les gens en général ils pensent pas, on se connecte sur le fichier etc host, on rajoute n'importe quoi et puis et après voilà, les gens passent pas mal de temps à regarder ce qu'il y a au niveau du réseau et en fait c'était juste la résolution de domaine au niveau local. Alors encore une image, l'image du Chaos Monkey de Netflix. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît ce projet-là. Grosso modo, Netflix, ils sont assez connus pour avoir un système qui grosso modo, de façon aléatoire, se connecte au back-end d'AWS sur leur compte et détruit des instances, ou même des volumes EBS. Et donc, ils sont très connus parce qu'ils lancent ça en production. Et donc, voilà, en production, vous avez un système qui va aller détruire des serveurs. Sachant qu'en plus, Netflix, c'est une boîte dont l'activité, c'est de faire du streaming de vidéos en temps réel. Donc, bon, je ne vous recommande pas forcément de le faire tout de suite en production, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire, par exemple, au cours d'un game day. Et donc, l'un des points principaux, c'est, surtout quand vous êtes un administrateur du game day, c'est forcément de tout mesurer.
Parce que si quelque chose n'a pas été mesuré, c'est quelque chose qui n'est pas visible, quelque chose qui ne se voit pas. Le truc intéressant, c'est de vraiment noter ce que font les personnes qui jouent dans la simulation. Vraiment noter tout ce qu'ils font, parce qu'ensuite, quand vous allez faire le débrief, c'est là où vous pouvez voir, mais pourquoi tu as fait telle action, pourquoi tu pensais qu'il y avait tel et tel problème, et ainsi de suite. Donc, bon, on a un service, par exemple, gratuit sur AWS qui s'appelle CloudTrail, qui vous permet de loguer tous les appels à l'API. Donc, je vous saute l'image. Donc, par exemple, vous pouvez voir sur chaque compte administrateur qui a fait quoi à telle heure, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment très pratique pour faire un débrief. Et donc, le débrief, c'est là où vraiment on a les choses très importantes qui arrivent. Idéalement, on voudrait vraiment arriver au niveau de ce que fait l'industrie automobile avec les crash tests. Allez sur le site Euro NPCAP et vous allez pouvoir télécharger des fichiers PDF qui contiennent les résultats de crash tests de toutes les voitures qui sont vendues en Europe. Et donc, il y a certaines zones de la voiture, donc il y a un heatmap sur la voiture qui vous montre les zones un peu plus sensibles. Et vous voulez avoir exactement la même chose sur votre infrastructure. Donc, une fois que vous avez fait le game day, c'est savoir quelles sont les zones les plus fragiles sur votre système. Parce qu'en fin de compte, l'une des questions les plus importantes à poser, c'est celle-ci. C'est à partir des métriques, de savoir combien de temps on a besoin pour détecter un événement. Parce que ce qui est intéressant, c'est que pendant un game day, si il vous faut 10 minutes pour détecter que la base de données est tombée, il faut savoir qu'en production, vous allez certainement avoir besoin de 4 heures pour détecter ça. Parce que pendant le game day, vous faites attention à ce qui se passe. Vous avez les yeux rivés sur toutes les consoles et tout ça. Donc voilà, si pendant un game day, il vous faut déjà 10 minutes pour détecter un problème, en prod, il faut savoir que ça va facilement prendre 10 fois plus de temps. Et donc ce qui est intéressant, c'est les effets de bord ou ce qu'on appelle le rayon d'explosion, le radius blast, des défauts qu'on détecte. J'ai eu l'occasion de faire un game day dans lequel on simulait la tombée de plusieurs racks dans un data center. C'était il y a assez longtemps. Et ce qui était marrant, c'était que l'un des racks qui était affecté, c'était celui qui avait les serveurs Nagios et les serveurs de monitoring. Donc en fait, pendant le game day, les administrateurs système étaient complètement aveugles. Donc l'une des premières choses qu'ils ont dû faire, c'est de remonter le système monitoring, puisque de toute façon, ils avaient plus aucune visibilité sur le système. Donc ça aussi, un truc top à tester. Autre chose à tester, c'est les canaux de communication au sein de l'équipe. Si par exemple vous avez un game day qui dure sur plusieurs heures ou même sur plusieurs jours, c'est intéressant de voir comment l'équipe va s'organiser. Est-ce qu'ils vont essayer de prendre par exemple une salle dans les bureaux et vraiment d'avoir un peu comme une war room dans laquelle tout le monde communique, ou est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont utiliser Skype pour communiquer entre eux, est-ce qu'ils vont avoir un fichier de log dans lequel ils notent tous les événements parce qu'au bout d'un moment, les gens vont devoir aller dormir ou aller manger et on a besoin de savoir dans quel état on se trouve. Donc tout ça, c'est important à voir. C'est plutôt je dirais les aspects psychologiques du game day. Parce que vous voulez vraiment avoir des simulations de stress, dans le sens où, quand ces choses arrivent pour de vrai, c'est important de voir aussi comment réagissent les personnes. Avant de travailler à Amazon, je travaillais au Parlement européen et une fois, on a eu un problème sur un data center qui a entraîné la chute de la base de données principale. Et le lendemain, il y avait une session plénière au Parlement. Et j'ai vu littéralement l'administrateur base de données s'effondrer en larmes, nervous breakdown complet. donc voilà, cette situation de stress, c'est aussi important de la vivre à un certain degré, puisque quand ça arrive en production, là il faut vraiment se bouger pour remettre les choses en forme. Donc l'une des variantes, alors il y a le Rookie Day, on prend toutes les personnes par exemple qui sont entrées dans la boîte moins de 3 mois et on fait un game day avec ces personnes-là pour les former. Donc ça c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'autres sociétés comme par exemple SmugMug. Eux, ce qui est intéressant, c'est quand on rentre dans l'entreprise, donc le premier jour, forcément, on a son badge, on a son ordinateur, on dit bonjour à tout le monde et ainsi de suite. Mais le deuxième jour, l'un des prérequis, c'est vous devez déployer du code en production. Et donc c'est pour dédramatiser et l'aspect de je dois déployer du code en prod. Et aussi le fait d'apprendre à cette nouvelle personne qui vient d'arriver, l'une des choses les plus importantes dans les opérations, c'est de déployer du code en production. Donc, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces sociétés-là qui ont commencé à faire des game days, ils utilisent des métriques comme par exemple, chez Etsy encore, chez Airbnb, ils ont aussi ce genre de choses. Ils ont une métrique qui leur dit depuis combien de jours du code n'a pas été déployé sur le système.
Et donc, il traite ça comme un défaut. Si par exemple, il voit que ça fait 10 jours que le code n'a pas été déployé en production, quelque part, il y a eu un problème. Donc, quelque part, voilà, parce qu'on parle de déploiement continu. Si pendant 10 jours, il n'y a rien qui a été déployé, c'est que j'ai un problème. Donc, c'est intéressant de voir que les métriques s'inversent et qu'avant, on disait, bon, voilà, on fait des déploiements en prod tous les trimestres ou tous les mois. Là, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à faire le plus rapidement possible. Ah oui, une variante aussi, c'est... Bon, malgré ce qu'expliquait Jérôme, c'est vrai que vous voulez jamais être, enfin, il ne faut jamais être le héros dans une équipe. Il ne faut jamais être la personne qui sait tout, la personne qui sait résoudre tous les problèmes. Parce que, en fait, vous êtes le single point of failure, en quelque sorte. Donc, vous êtes le défaut de l'équipe, en quelque sorte, malheureusement. Donc, on veut simuler un game day dans lequel on n'a pas les héros de l'équipe et on regarde comment les autres se débrouillent. Alors, on n'est pas obligé de le simuler comme ce que j'ai vu très souvent dans les game days. Donc, en général, on a un papier au début et on lit le script, un peu comme dans les jeux de rôle. On dit, voilà, bon, ce matin, le chef de l'architecture est passé sous un bus. Enfin, voilà, on n'est pas obligé de dire des trucs comme ça. On peut dire, il a trouvé l'amour éternel, il est parti à l'autre bout du monde. Enfin, mais on veut simuler une situation dans laquelle ces personnes-là ne font plus partie de l'équipe, par exemple. Donc voilà, en fin de compte, le but de ces exercices-là est peut-être une conséquence de l'automatisation. Une fois que vous arrivez à faire de l'automatisation et de faire des déploiements continus, là, vous pouvez passer à la phase des game day. Et le but, c'est vraiment de valider peut-être vos croyances ou ce que vous pensez que votre système fait. J'ai vu énormément d'applications ou d'entreprises dans lesquelles les administrateurs me donnaient un diagramme et me disaient, regarde, tout fonctionne super, j'ai un groupe d'autoscaling, tout fonctionne correctement. J'ai eu par exemple une situation qui était assez intéressante. Donc c'était une start-up dans laquelle le front-end, ils avaient des déploiements qui étaient faits avec Puppet. Et donc, quelque part, dans le back-end, ils avaient un autre serveur qui était le Puppet Master, qui contenait le registre des configurations. Et donc, à chaque fois qu'un nouveau serveur web était créé par le autoscaling, donc l'AMI s'initialisait, téléchargeait à partir du Puppet Master quelle était la configuration qu'elle devait déployer, téléchargeait le logiciel et elle fonctionnait. Alors, ils ont eu un problème, ils ne se sont pas rendus compte, le Puppet Master est tombé. Et après, alors forcément, hein, voilà, quand je vous disais qu'il ne faut pas être sadique, enfin, il faut. Quelques jours après, ils ont eu un pic de charge, donc les groupes d'autoscaling ont fonctionné correctement, ils ont créé des nouvelles machines, mais ces nouvelles machines n'étaient pas capables de télécharger la configuration. Donc en fin de compte, oui, ils étaient capables de monter en charge, mais ils n'étaient pas capables de déployer le logiciel sur les nouvelles machines ajoutées, donc en fait ça ne servait à rien. Donc sur le papier, oui, l'architecture était scalable, était résiliente, mais dans la pratique, non, elle ne l'était pas. Donc l'idée, je pense que c'est, tant que vous ne l'avez pas testé, ça ne marche pas. Il faut vraiment le tester pour prouver que ça fonctionne. Et l'effet de bord, surtout des game days, c'est qu'une fois qu'on les fait, une fois qu'on boit les bières, une fois qu'on fait le débrief et tout ça, c'est en général, ce qu'on écrit aussi, c'est les procédures de récupération. Donc, on écrit une documentation pour, si par exemple, là, on ne fait plus partie de l'équipe ou on n'est pas dans l'équipe à ce moment-là, et que la base de données tombe, les personnes qui sont sur place suivent la procédure pour restaurer le système. Et donc, alors les procédures, c'est très bien de les avoir, mais si on ne les connaît pas et si on ne sait pas où elles se trouvent, en fait, ça ne sert à rien. Et donc, en fin de compte, la conséquence de tout ça, et c'est peut-être l'un des points les plus importants, c'est le changement de culture que ça apporte à votre entreprise. Je me souviens, l'une des idées qui, au début, Amazon avait fait beaucoup débat au niveau des game days, c'était les premières personnes qui le faisaient, les premiers chefs de projet disaient « Moi, de toute façon, dans mon équipe, je ne virerai personne qui a été responsable de la chute d'un système complet. » Parce que cette personne-là est peut-être la mieux placée pour apprendre aux autres pourquoi on a eu une erreur et comment la corriger. Donc, c'est surtout apprendre de ces erreurs, puisque alors c'est très bien quand les choses marchent, quand on est content. C'est vrai que le succès fait qu'on est heureux et ainsi de suite, mais en fait, les erreurs, ce sont vraiment les choses qui nous forment et ce sont vraiment les choses qui nous apprennent beaucoup. Donc voilà, j'ai été un petit peu long. Dites-moi si vous en faites. On est en train d'écrire un livre à ce sujet-là. Et pour plus d'infos, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Il y a aussi un fil Twitter sur Amazon Web Services. On parle des fois de ce genre de sujet-là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Super. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions pour Carlos. Donc la question c'était, voilà, on est une PME, on ne peut pas se permettre d'avoir des personnes externes qui viennent nous aider à faire un game day, comment on le fait en interne. Alors,
je n'ai pas dit qu'il fallait avoir des personnes externes. Je pense que c'est important d'avoir des personnes externes, comme par exemple les gens ici de DDSI qui vont vous aider à créer votre système d'automatisation. Des gens qui, là-haut, par exemple, comme Xebia, qui vont vous aider à faire votre système de déploiement continu, ou les gens de Splunk qui vont vous aider à avoir votre monitoring. Mais quand on fait le Game Day, il n'y a que vous qui connaissez votre système. Donc c'est vraiment un truc en interne entre vous. Des fois, idéalement, c'est vrai que d'avoir la personne qui supervise le Game Day, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est complètement neutre, qui est complètement externe. Nous, des fois, on utilisait, dans certaines entreprises, on utilisait des gens du marketing qui connaissent que la partie externe d'une application, ils ne savent rien du tout de ce qui se passe en interne et qui sont juste là pour regarder, prendre des notes de ce qui se passe et ainsi de suite. Comme je le disais à la fin, quand on fait un Game Day où on essaie de faire en sorte que le CTO ou la star de l'équipe n'est pas là, ben en général, on prend cette personne-là pour simuler les fautes. Donc on prend le CTO, le fondateur de l'entreprise, ou la personne qui sait le mieux. Ben lui, il ne fera pas partie du Game Day, c'est lui qui simulera les erreurs. Ça, c'est pas mal. Donc quel est le pourcentage de... Quel est le budget qu'on veut allouer à des Game Day? Alors en général, on fait plus en termes de temps. Et ça va dépendre de certaines équipes. Si certaines équipes travaillent sur des systèmes qui sont vraiment très critiques, on va essayer d'en faire un par trimestre. Donc ça, c'est vraiment intéressant puisqu'on s'est rendu compte qu'il y a vraiment une énorme accélération de l'apprentissage pendant les Game Day. Il y a un livre que vous pouvez télécharger de chez Aurélie qui est complètement gratuit. Je pense que si vous recherchez Game Day Obama 2012, c'est l'histoire de l'équipe informatique de la première campagne d'Obama. Et donc, eux, ils faisaient des Game Day puisque justement, il y avait une deadline. C'était forcément, la deadline, ils ne pouvaient pas la déplacer. Et ils s'étaient rendu compte que faire ce genre de Game Day, ça leur permettait d'accélérer énormément les connaissances et surtout de réduire la graisse, en quelque sorte. C'est-à-dire de réduire les systèmes qui étaient considérés comme inutiles. Donc, pendant un Game Day, ils se rendaient compte que voilà, il y a certaines choses qui ne marchaient pas, qui n'étaient pas trop utilisées. Ils le détruisaient complètement. Donc, un par trimestre, ça peut être déjà une bonne chose. On apprend énormément de choses de ce genre d'exercice. Il faut savoir que les Game Days génèrent énormément de données, énormément d'idées aussi. Donc, après, je ne connais pas d'équipe qui en fait, par exemple, un par semaine ou un par mois. Un par trimestre, en général, c'est ce que je vois le plus souvent. Merci à vous. Merci.